Et je me suis dit qu'en fait, maintenant, avec le recul, tu vois, on est en 2021, c'était en 2010, qu'en fait, l'épreuve que j'ai vécue, en fait, a été essentielle. Parce que j'ai écouté ma petite voix. Pour moi, c'est un devoir en tant que quelqu'un qui, entre guillemets, est vécu dans un milieu pas facile, pour des personnes qui peuvent s'identifier à mon parcours, lorsqu'ils vont écouter ça ou écouter les personnes avec qui je parle dans mon podcast, se dire, ah ouais, merde, moi aussi, je peux le faire. C'est pas parce que j'ai vécu là, c'est pas parce que peut-être j'ai eu des soucis plus jeunes avec la justice, peut-être que même certains ont fait la prison et vont se dire, mais il n'y a pas de fatalité en fait. Il n'y a pas de fatalité. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Grâce à ces témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Grâce au podcast, je rencontre des personnes exceptionnelles dont pour certains l'environnement me sont, pour être honnête, totalement étrangers. C'est le cas aujourd'hui d'Hashmi. Quelle richesse, quelle leçon de courage. Petite parenthèse, si le podcast vous plaît, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Revenons-en à Hashmi. Il a grandi à la Goutte d'Or, puis dans un quartier prioritaire du 94. Le système a tout fait pour le décourager de faire des études. La route n'a pas été toute droite, mais à force de travail et d'écouter sa fameuse petite voix, Hashmi s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Il a aujourd'hui un master, il est chef de service jeunesse, chargé d'enseignement à la Sorbonne et podcasteur. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Hashmi Kane. Bonjour Hashmi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? L'objet que j'ai choisi, bah tu sais, j'ai pas mis beaucoup de temps à le trouver. C'est mon appareil photo. C'est-à-dire que j'ai pris en photo avec l'appareil photo de mon téléphone et cet objet qui me caractérise parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. C'est-à-dire que depuis l'âge de 22 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, et je m'amuse à faire le tour du monde et à prendre en photo des lieux, des personnes, à essayer de immortaliser des instants qui, pour moi, valent plus que des mots. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant mon appareil photo parce que c'est une partie de moi, en fait. C'est tout simplement, et ça me caractérise beaucoup. Quelqu'un ouvert sur le monde, qui va à la rencontre de l'autre et qui essaie d'immortaliser des moments, Ouais. tout simplement. Est-ce que tu peux nous raconter de là où tu viens? Là où je viens, Là où tu es né? là où je suis né. Déjà, je suis né à Paris. Tout commence dans le berceau. Non, je rigole. Voilà. Non, moi, j'ai grandi à Paris, dans le 18e arrondissement, dans le quartier de la Goutte d'Or. C'est un quartier prioritaire de la ville. Mes parents, ils sont originaires du Sénégal. Donc, mon père est arrivé en France en 1973. Ma mère dans les début années 80. Donc, ils se sont installés là, tu vois, comme beaucoup de personnes immigrées qui arrivent. Mon père, il travaillait dans la cuisine. Donc, moi, je suis né, j'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 10 ans dans cet endroit-là. Ok. On vivait, j'étais avec mes 4 frères et ma sœur, on vivait dans un 20 mètres carrés à peu près. Wow. Parce que comment dirais-je, on était sur Paris, mon père il faisait des demandes de logement, ça aboutissait pas. Donc malgré cette promiscuité, comment dirais-je, promiscuité, voilà, je te dirais, je ne garde que des bons souvenirs parce que on était dans une atmosphère particulière, un peu tous les uns sur les autres, mais ça m'a permis jusqu'à aujourd'hui d'avoir une relation privilégiée avec les membres de ma famille. Ouais. Donc à partir de là, on a déménagé à Villiers-sur-Marne dans le 94. Et là, depuis, j'y habite encore. D'accord. J'habite plus dans le même lieu, parce que voilà, j'ai pris mon indépendance, j'ai eu mes enfants, voilà, je suis posé avec ma femme. Mais une ville de banlieue qui se situe à peu près à 15 km de Paris. Et c'est là où vraiment je viens et que j'ai grandi et que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, entre guillemets. Ouais. On va en parler après, du coup, de qui tu es aujourd'hui. Quel type de petit garçon tu étais?
très curieux, quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche et un trait qui revenait souvent, insolent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les professeurs me reprenaient de la primaire jusqu'au lycée, non, au lycée, ça allait mieux, c'est arrête de répondre, t'es insolent, euh, tu crois tout savoir, tu vois, quelqu'un d'un peu, pas prétentieux, mais qui était sûr de lui. Je Et, savais ce que je voulais. et toi, comment tu le vivais quand on te disait que tu étais insolent? C'était compliqué parce que je le ressentais comme de la censure. C'est-à-dire que je n'avais pas cette possibilité de m'exprimer. Donc, on me reprochait quelque chose, mais moi, de l'autre côté, lorsque j'essayais d'ouvrir la bouche pour essayer de rétorquer, non, tais-toi, tu ne peux pas. Et tu vois, cette frustration-là, eh ben, ça m'a accompagné longtemps parce que je me suis dit, mais je comprends pas. Pourquoi je ne peux pas m'exprimer? Pourquoi je ne peux pas mettre des mots sur ce que j'ai en moi, quoi. Mm. Et comme une cocotte minute, et ben, parfois j'explosais. Dans le sens où j'avais des grosses altercations avec mes professeurs. Mon père, le pauvre, combien de fois il a été convoqué? Mais aussi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très proches de moi. C'est moi, ma mère, par exemple, elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Mais à chaque fois que c'était le temps des devoirs, bah, ma mère était assise à côté de moi. Fais tes devoirs. Et si tu vois, cette présence, le fait d'être encadré de cette manière-là, et c'est pour ça que je me dis tout le temps, peu importe en fait d'où tu viens, tout dépend de la manière dont on s'occupe de toi. Donc Ouais. euh, malgré le fait que parfois je me sentais censuré, bah voilà quoi, j'ai réussi à passer au-dessus, disons. Ouais. Et quand tu étais petit, c'était quoi tes rêves d'enfant? Franchement, j'avais pas forcément de rêve, dans le sens où en fait, jusqu'à aujourd'hui, après tu vas me dire c'est la nostalgie peut-être avec le temps, mais ma période d'entre guillemets, bah, de mes 0 jusqu'à mes 11 ans, je crois que c'est la période préférée que j'ai vécue. À Paris, entre l'école primaire, entre les activités, les amis de classe, les parents d'élèves, parce que moi j'allais chez les uns et les autres, tu vois, on habitait dans une petite maison. Donc souvent les parents ils nous invitaient, on jouait, on faisait des anniversaires, ma mère elle nous emmenait au parc. Non, c'était le top. Mais en termes de rêve, je dirais, non, je ne m'autorisais pas à rêver, en fait. Je ne savais même pas c'était quoi rêver. Ouais. C'est peut-être grave ce que je dis, mais non, non, je n'avais pas forcément de rêve parce qu'en fait, j'étais bien, je n'avais pas besoin de me projeter ailleurs, quoi. Et tu t'imaginais que tu disais quand je serai grand, tu te projetais comment? Même pas. Même pas? Mais Non. tu vois, c'est ça le truc, c'est que j'étais petit, j'étais moi, je vivais l'instant T. Et c'est ce qui me D'accord. caractérise encore jusque maintenant. C'est-à-dire, OK, je me projette, je mets en place des actions, je mets en place des process qui vont permettre d'atteindre mes objectifs. Mais en fait, je suis quelqu'un qui kiffe sa life. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est le maintenant qui compte. Tu vois, là, je suis avec toi dans le podcast, on est en train de discuter, et ben, je donne tout. Ce qui fait que, bon, après, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais pour moi, il n'y a pas de rêve. Parce que un rêve, tu vois, de manière subjective, c'est quelque chose euh, d'inaccessible. Ou quelque chose dans l'image c'est un rêve. Oh, j'ai envie d'aller dans l'espace. J'ai envie de devenir astronaute. Non, je suis plutôt terre à terre, moi. C'est-à-dire, non, D'accord. c'est pas de rêve, j'ai des objectifs. Ouais, après, on dit que les rêves, c'est ce qui fait avancer et de commencer à rêver, ça permet aussi de pouvoir justement s'approcher de ses rêves. C'est vrai. Mais après, peut-être que moi, après, c'est vraiment ce qui me caractérise. Je suis quelqu'un qui me dit que rien n'est impossible. C'est-à-dire que le rêve, il y a aussi ce côté-là de peut-être impossible. Demain, je peux tout faire. Je peux tout réaliser. Parce que je pars du principe où les barrières, elles sont dans nos têtes avant tout. Et que c'est en se forçant de penser de cette manière-là que bah, les portes s'ouvrent. Et je l'ai vécu. Bon, après, j'ai pas fait des trucs de fou, mais à mon niveau, je l'ai vécu, je l'ai vu. Ouais. Et au moment du coup de la troisième, ça a été un vrai moment clé dans ta vie parce que tu voulais faire un bac ES. Tout à fait. En fait, tu vois, la troisième, c'est vraiment mes 14 ou mes 15 ans. Ouais, je suis à 14 ou 15 ans. Et ben, c'est là que, entre guillemets, ma vie a commencé à se construire. Tu vois, je te disais juste avant, j'avais pas forcément de rêve. J'allais à l'école pour aller à l'école. Euh, mais là, à partir du moment où je devais faire ce choix, bah, cette année de troisième, je commençais à me poser des questions. Donc,
c'est quoi l'orientation, c'est quoi la générale, c'est quoi la professionnelle. Sachant que moi, dans ma famille, moi, je suis l'aîné. Donc, personne n'a fait des études avant moi. Mes D'accord. parents, donc, ils n'ont pas forcément fait d'études. Et à partir de là, moi, j'avais des notes quand même correctes. Je sais quoi. J'étais à 13 de moyenne générale à peu près. Donc, c'était largement correct. Et là, je commence à me renseigner sur les différentes matières. Et je vois à l'ES. Je vois un peu d'économie, il y a du français, il y a de la géopolitique. Tu vois, il y a des trucs vraiment super intéressants. Et sachant que moi, depuis que je suis jeune, en fait, sans me rendre compte, tu vois, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte, en fait, j'ai été accompagné par la radio de mon papa. C'est-à-dire que mon père, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup la radio. Ok. RFI, et en fait, sans me rendre compte, ben, je me cultivais, quoi, j'apprenais. Donc, j'en savais pas mal. Et là, je voulais partir en ES et j'avais un prof d'histoire qui, lui, il me connaissait depuis que j'étais jeune parce qu'en sixième, c'était mon prof principal. Et en troisième, comme par hasard, c'est encore mon prof principal. Et on n'avait pas les meilleures relations, nous deux, disons. Et, donc, il connaissait mon potentiel, ce que je pouvais faire comme ce que je ne pouvais pas faire. Mais au niveau du comportement, je t'avouerais que ça n'allait pas trop. Donc, à partir de là, lorsque c'était la réunion des parents d'élèves, et ben, la première réunion, il a dit à mon père, c'est bien si Hachmi va en bac pro électrotechnique. Moi, je le regarde. Je me dis, j'ai pas envie de faire ça, moi. Pourquoi électrotechnique? Et je le vois, il est en train de convaincre mon père. Et c'est bien qu'il aille en bac pro électrotechnique. En France, on recrute beaucoup d'électriciens. En plus, c'est des filières où il sera jamais au chômage. Et tu vois, comme tu es dans un film, tu étais là, tu es assis, tu les regardes, tu te dis, mais en fait, il parle de moi, là. Tu vois le truc? Donc, mon pauvre, mon père, en plus, il avait posé une demi-journée. Si vraiment il y a quelque chose qui me marque, qui me marque et qui me marquera toujours, c'est la présence vraiment de mes parents. Tu vois, j'en parle souvent, mais ils ont toujours été là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pu être envoyé de cours. Mon père, il posait une demi-journée pour venir me voir. Et en fait, là, avec le recul, je me rends compte, mais que waouh, à cause de moi, il a raté beaucoup de trucs. Mais donc, on en discute à la maison. Mon père, il me dit, non, Hachmi, c'est bien que tu ailles en électrotechnique. Je fais, moi, j'ai pas envie d'y aller. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Et en plus, le rendez-vous avait duré 10 minutes, tu vois. Alors que juste avant le rendez-vous, nous, on attendait dans le couloir. Le rendez-vous, il avait duré 40 minutes à peu près. Et, en fait, j'avais remarqué que, après, c'est une impression qu'il ne donnait pas le même temps. En fonction des élèves? Ouais, il donnait pas. J'avais remarqué qu'il ne donnait pas forcément le même temps avec les parents qu'avec moi ou d'autres amis à moi. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Et tu vois, c'est là que, dans ma tête, commençait à germer cette petite voix en me disant, mais il y a des choses qui sont pas normales. Et pour pas aller à l'encontre de mon père, que je respecte beaucoup, je me suis dit, je vais aller en bac pro électrotechnique. Donc, à partir de là, j'arrive en première année de bac pro. Je comprends pas. J'ai des 16, des 17, des 18. Tu vois, et parce que tu te rends pas compte à l'époque en termes de niveau, c'est malheureusement nivelé vers le bas. Donc, moi, je m'amusais, je me souviens, parce qu'à l'époque, c'était en 4 ans, c'était 2 ans le BP et 2 ans le bac pro. J'allais le matin, j'y allais pas l'après-midi. L'après-midi, j'allais jouer avec mes amis à l'extérieur, jouer à la console. Et à partir de là, je commençais à décrocher. D'accord. Tu vois, quand tu... Parce qu'en fait, ça t'intéressait pas, c'est ça? Ça m'intéressait plus. Ouais. C'est-à-dire que j'y allais pour y aller. Et vraiment, c'est pour pas décevoir mes parents que j'ai continué à y aller. Et surtout dans ma famille, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que je suis d'origine du Sénégal, moi, depuis que je suis jeune, la première fois que j'étais au Sénégal, c'était en 1994. J'avais 7 ans. Tu viens d'où, Sénégal? Je suis de la région du Fouta. C'est la frontière mauritanienne. Je suis à 20 minutes de la Mauritanie. Enfin, 20 km, excuse-moi, 20 minutes, je suis fou. Mais à Dakar, je suis du quartier de Grand Yoff. Voilà, Dakar. Donc voilà, tu vois, il y a aussi ce côté-là où moi, j'avais un lien avec le Sénégal. Mes grands-parents, mes tantes, mes oncles. Donc, il y avait aussi ce côté, je dis pas, j'avais une mission, mais j'avais quand même des regards qui étaient portés sur moi. Donc, il fallait que j'aie ce bac. Mais je commençais à décrocher. Et c'est là où, à mes 16 ou 17 ans, tu vois, moi, j'ai grandi dans un quartier prioritaire de la ville. C'est en fait,
pour schématiser, c'est des zones où sont regroupées des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se loger ailleurs. Voilà. Des HLM, en France, par exemple, actuellement, on a 1514 quartiers prioritaires. Voilà, pour te donner un ordre d'idée. Donc, moi, je vivais dans ces lieux-là. C'est pas parce que c'est un quartier prioritaire que c'était pas bien. Attention. Je l'ai vécu super bien. Je le vis super bien jusqu'à aujourd'hui. Là, j'y habite plus, mais j'y vais quasiment tous les jours parce que mes parents sont là-bas. Mais j'étais avec des amis qui avaient le même profil sociologique que moi. C'est-à-dire, on en avait toujours ces exceptions. Il y en avait qui étaient en général, il y en avait qui faisaient des grandes études, mais allez, 80%, on était en bac pro. 80%, on prenait le même bus. Donc, de fait, j'étais pas le seul à décrocher. Donc, au fur et à mesure, bah, tu fais quoi? Tu te poses en bas de chez toi, tu discutes, tu joues au foot. Et en fait, sans te rendre compte, tu sens que tu es en train de lâcher prise. Et là, je me suis dit, allez, j'en ai marre, j'arrête tout. J'étais en deuxième année de bac pro, tu vois. Non, de BEP, excuse-moi. J'avais pas de diplôme, rien. Je venais juste d'obtenir mon brevet des collèges, que j'étais le seul à avoir obtenu de ma génération, enfin des amis à moi. Et je me dis, vas-y, j'arrête, j'en ai marre. Et c'est là où j'ai rencontré Rosemary, une éducatrice. Une éducatrice qui travaillait dans mon quartier, son rôle, en fait, c'était d'aller à la rencontre des jeunes et essayer de créer un lien pour les aider, les accompagner dans leurs projets. Donc, elle me voit, Hachmi, ça va, tu vas bien. Ouais, ça a duré 3 mois. Ensuite, je me suis posé avec elle. Je lui ai dit, mais c'est quoi ton métier, en fait? Et on a commencé à discuter. Elle me dit, toi, à l'école, c'est comment? Le matin, je te vois pas, mais l'après-midi, je te vois. Parfois, je te vois pas l'après-midi. Oh, je fais, tu sais, moi, c'est cool, ci, cool, ça, comme l'école, hein. Et là, tu vois, elle s'occupe de moi. C'est vraiment là où j'ai ressenti qu'il y a quelqu'un qui faisait attention à moi en dehors de mes parents. Ouais. Parce que depuis que je suis petit, clairement, j'ai jamais connu un professeur qui a pris le temps vraiment de m'aider ou de m'accompagner. Et j'ai saisi, entre guillemets, cette chance pour reprendre le contrôle de mon destin. Et elle m'a dit une phrase. Je t'assure, ça a changé ma façon de penser. Elle m'a dit, Hachmi, tu sais que le bac, c'est un passeport. Je te conseille d'aller jusqu'au bac. Même si tu veux arrêter l'école, tu pourras arrêter. Et ensuite, ce passeport te permettra de reprendre tes études quand tu en auras l'envie et le besoin. Et je me suis dit, mais elle n'a pas tort. Là, si j'arrête, je sentais que c'était foutu. Donc, j'ai pris le truc, je me suis dit, vas-y, je vais y aller. Donc, j'ai obtenu mon BEP. Ensuite, après, j'ai obtenu mon bac pro. Et quand j'ai obtenu mon bac pro, je me suis dit, tu vois, ce côté-là, j'ai mon bac. Maintenant, allez, 15 ans après, je me dis, mais en fait, le bac pro, c'est une réalité. Le bac pro, c'est un sous-bac. Allez, je dis les mots. C'est un bac qui a été créé dans l'objectif d'ouvrir à plus de personnes cette possibilité-là d'avoir accès à des études supérieures. Je crois en plus qu'il avait été créé en 1986, le bac pro, pour justement faciliter, comme je disais juste avant, la massification scolaire. Mais en termes de niveau, tu te rends compte que tu es à la ramasse, en français, en maths, en anglais. Et là, tu vois, moi, j'avais cette perspective-là de devenir éducateur spécialisé. Là, du coup, tu t'étais dit, c'est ça ce que j'ai envie de faire? Tout à fait. C'est là, vraiment, j'ai saisi que je voulais faire ça. Être dans le lien, travailler dans l'accompagnement, pouvoir aider des gens comme on a pu m'aider, tu vois, un peu comme Rose l'avait fait avec moi. Et là, je me rends compte, par contre, ça, c'était en terminale bac pro, je me rends compte que pour entrer en école d'éduc, il faut passer un concours. Donc là, je commence à me confronter à la réalité. Juste attends, avant que tu parles du concours, quand tu t'étais dit je vais arrêter, j'en ai marre et compagnie, je décroche, dans ta tête, tu te disais qu'est-ce que tu envisageais pour la suite? Franchement, j'avais pas de suite. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais essayer de voir si peut-être à Carrefour ils recrutent, voir si je peux pas faire aller dans une boîte d'intérim, parce que beaucoup d'amis à moi faisaient ça à l'époque. Je voyais des gens qui commençaient à travailler sur des marchés. En fait, à cet âge-là, comme je t'ai dit, moi, je viens d'un milieu où, bien sûr, j'ai jamais manqué de rien, mais j'avais pas des moyens de fou. Donc, mes parents, le peu d'argent qu'ils avaient, la chance, et c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est que tout le temps, ils m'envoyaient au Sénégal l'été.
C'est-à-dire pendant 2 mois, 3 mois parfois, j'allais en Afrique. J'allais aux racines. Et là-bas, je me rendais compte que quand même, j'ai de la chance, hein. J'avais des cousins à moi, ils n'allaient pas à l'école. Où je voyais, ils n'avaient pas de quoi se vêtir, certains. Parce que moi, j'ai été aussi une époque où, beaucoup plus jeune, par exemple en 94, 98, 2001 et 2003, où j'ai été, dans le village de mes parents, il n'y avait pas d'électricité. Enfin, tu vois, tu passes 2 mois en Spartiate. Et je voyais ça, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je suis en France, moi. Tu vois, ce côté-là, de dire que tu as une chance. Donc, je pense que c'est de là aussi que c'est parti. Et quand j'ai commencé à décrocher, tu vois, je me suis dit, OK, je décroche, mais je ne vais pas rien faire. Parce que j'ai cette chance d'être en France qui me permet Est-ce que cette conscience-là… Mais je l'ai acquis grâce au voyage que j'ai pu faire en Afrique. Sinon, par exemple, j'avais des amis à moi aussi originaires de leur pays, mais ils n'avaient pas forcément cette conscience. Et d'autres qui n'ont jamais été, mais qui l'avaient. Mais moi, en tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi. D'accord. Et donc, du coup, tu disais que tu voulais faire être diplômé pour être éducateur spécialisé et que là, tu t'es rendu compte de la réalité pour pouvoir y arriver. Et là, je suis tombé encore sur un deuxième prof. C'est-à-dire qu'en troisième, j'avais ce prof-là qui m'a dit non, on va en bac pro. Et là, en terminale bac pro, j'avais ma prof d'anglais où quand j'ai commencé à lui parler de mon projet, je lui ai dit en fait, madame, j'aimerais bien devenir éducateur spécialisé. Elle m'a dit bon, on en parle à la fin de l'heure. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Après, c'est peut-être moi ou peut-être j'ai pas eu de chance. Elle me dit, tu sais, HP, moi j'ai ma nièce, elle veut être éducatrice spécialisée, elle a raté 2 fois le concours. C'est un concours difficile. Je te conseille de faire autre chose, d'aller en BTS électrotechnique peut-être. Et là, je me dis, je commence à en avoir marre, tu vois. Pendant qu'elle parle, je me dis, mais ils sont tous pareils ou quoi à l'école? Moi, c'est ma malchance. Je sais qu'il n'y a pas que des profs comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. En plus, je m'entends bien avec elle. En plus, c'est une prof avec qui je m'entendais bien. Mais je vois, elle me décourage encore. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Et là, j'ai décidé de ne pas l'écouter. Et j'en ai parlé à ma prof de français. Et là, la première fois de ma vie que je vois un professeur qui prend le temps de m'écouter et de m'aider. Tu sais, ma prof, elle m'a dit quoi? Jusqu'à maintenant, ça m'a marqué et j'oublierai jamais. Elle m'a dit, avec le travail, tu peux atteindre tes objectifs. Moi, je vais te donner un coup de main. Elle m'a dit, parce que je me suis rendu compte, pour passer un concours, il fallait faire des dissertations, des commentaires argumentés. Tu veux savoir une chose? Toutes ces choses-là, on ne les faisait pas à l'école. J'avais pas ces bases. Donc, moi, quand j'ai obtenu mon bac pro, pendant 1 an, en fait, je suis devenu assistant d'éducation dans un collège. Et pendant cette année-là, j'ai 7 profs qui me donnaient des cours particuliers. C'est-à-dire que pendant cette année-là où je suis devenu assistant d'éducation, c'est-à-dire là, j'ai eu mon bac en 2006, donc 2006-2007, pendant 1 an, j'ai cette professeure de français qui m'envoyait des documents et moi, je travaillais ça à la maison et elle me les corrigeait. Et elle me faisait des retours. C'est formidable. Donc, tu vois, c'est formidable. C'est pour ça que je ne veux pas mettre tous les profs dans le même panier, mais parfois, tu tombes sur des personnes qui, soit elles ressentent ce que toi tu veux, soit elles t'aident, soit elles t'accompagnent. Après, ça dépend de la personne. Et quand je suis devenu assistant d'éducation, ça s'est fait également par hasard. J'ai obtenu mon bac pro en juin ou juillet. Durant l'été, je venais d'avoir le permis de conduire que mon père venait de me payer. Je vais à la station-service, je rencontre mon ancienne CPE du collège. Ah, je me dis, ça va, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens quoi? Je viens d'obtenir mon bac pro dans APB, c'était admission passe-bac à l'époque, voilà. J'ai mis licence en sciences sociales. Elle me dit, tu fais quoi à la rentrée? Je fais franchement rien de spécial. Elle me dit, ça t'intéresserait d'être assistant d'éducation? Donc, c'est là que j'ai mis le premier pied dans le monde du travail. Ok. Pendant cette année-là où j'étais surveillant, je faisais mes cours particuliers pour préparer ce concours. Et lorsque cette année s'est terminée, je me suis présenté au concours et l'écrit, j'ai stressé à mort. Ah, j'ai stressé à mort pour l'écrit. Je dis non, mais c'est pas possible, tu t'es préparé tant de temps, t'arrives, la salle, elle est remplie. Tu vois, je suis pas habitué à ces trucs-là, moi. Et là, je me donne à fond. Le sujet, c'était sur les SDF, si je me souviens bien. Je me donne à fond. Et à partir de là, je reçois la note et j'ai 10 sur 20. Et c'est la note qui me permet justement d'arriver à l'oral. J'appelle ma prof, je dis merci beaucoup, madame.
Elle me dit, doucement, Hachmi, c'est que l'écrit. Doucement. Je fais, mais vous vous rendez pas compte à quel point cet écrit, pour moi, il veut dire beaucoup. Déjà, je l'ai pas raté. Alors que ma prof d'anglais disait que sa nièce, elle avait raté. C'était un peu, tu vois, du Une challenge pour revanche, moi. ouais. Une revanche, mais Mm. parce que je suis beaucoup comme ça. Moi, je suis beaucoup quelqu'un qui me met des objectifs. Et là, il y a l'oral. Donc, pour l'oral, je me dis, bah, va avec ce que tu es, parce que tu peux pas faire autrement de toute façon. Et là, je vais à l'oral et j'étais convoqué à 13h. Je passe à 17h30. Je n'en pouvais plus. Ah, Je c'est, voyais ouais. les, je voyais les gens passer devant moi. J'étais le dernier dans la salle. Pour te dire dans quel état j'étais à la fin, en mode je m'en foutisme. Je me suis dit, non, mais ils se foutent de moi, c'est pas possible. Tu es jeune, tu vois, j'entre dans la salle et le concours, il se passe. Je reçois ma note 19/20. Je fais, Waouh. c'est pas possible. Je fais, waouh. Et je vois, je suis deuxième sur la liste des admis. Et là, je me dis, en fait, c'est là que tu vois, je me suis rendu compte qu'en fait, le travail, ça paye. Je me suis rendu compte que le travail, ça paye. Parce que c'était une phrase que j'entendais beaucoup, mais je m'étais tellement préparé que là, je me suis dit, ben, en fait, c'est comme ça que ma vie, je la conçois. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui m'accompagne. Lorsque je veux quelque chose, j'essaie de me donner les moyens. Ouais. Aller rencontrer les bonnes personnes. Je suis quelqu'un, par exemple, qui lit beaucoup. J'essaie de faire un livre par semaine, au maximum un livre tous les 15 jours, parce que j'ai ce besoin d'apprendre, j'ai ce besoin d'aller me confronter à d'autres histoires, ce qui va me permettre de me développer. Et c'est ce qui fait que bah, je suis celui que je suis aujourd'hui et je suis pas fini encore, tu vois. Je continue à me construire. Et quand pendant toutes ces périodes d'études où du coup, tu avais quand même un gros rythme, comment ça s'est passé par rapport à ton entourage? Comment ils l'ont perçu? Bah, mes parents, ils l'ont bien perçu. Parce que, en fait, eux, c'était leur objectif. C'était de faire en sorte que, à la maison, je sois le mieux possible. Que pendant les vacances, j'ai pas ce problème-là de me dire qu'est-ce que je vais faire ou de se dire, à mon fils, il va traîner en bas du bâtiment, tu vois. Non, mes parents, on partait en colonie de vacances. Ils faisaient, franchement, je ne les remercierai jamais assez. Ils faisaient tout pour qu'on puisse être dans cette ambiance, et qui nous permettent toujours d'avancer. Donc, lorsqu'ils ont vu que j'entreprenais ce projet, mon père, il m'a dit quoi? Il m'a dit, bah, donne-toi les moyens, tout simplement. Et ils m'ont accompagné. Tu vois, nous, dans ma culture, on n'est pas trop démonstratif. C'est-à-dire qu'à table, on est là, on va discuter rapidement, mais on ne va pas parler pendant 1 heure, 2 heures. Donc, c'était plus des regards, des petites phrases qui m'accompagnaient. C'est pas j'étais en face à face avec mes parents, non, ça n'existe pas, ça. Et par rapport à tes copains, du coup, qui prenaient potentiellement un autre chemin? Bah, j'ai une anecdote par rapport à ça. Et ça montre un peu euh, la différence entre chacun. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai un groupe de potes et bah, qui me ressemblent. Il y en avait d'autres, mais qui sont plus avec nous. Mais à 17 ans, mon père m'a inscrit au permis de conduire. Et il voulait absolument que j'ai mon permis. Il s'est donné les moyens pour que je puisse le passer. Moi, mon auto-école, elle était sur la ville de Champigny-sur-Marne. C'est-à-dire que pour y aller, il fallait prendre le bus pour assister à la séance de code. Et moi, j'étais posé avec mes potes en bas du bâtiment, on discutait comme d'habitude, tu vois. Et lorsque mon bus, il arrivait, eh ben moi, je courais pour aller prendre le bus. Et j'avais des amis à moi, certains qui se foutaient de ma gueule. Ouais, vas-y, toi, il fait chaud, il fait beau, pourquoi tu te prends la tête à aller passer le code et tout. Et à force, bah, j'ai obtenu mon code, j'ai obtenu mon permis de conduire. Et de ma génération, j'ai eu mon permis à 18 ans et 15 jours ou 18 ans et 1 mois. Et bah, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, on n'est pas tous pareils. Tu vois, il y en a qui se donnent les moyens. Il y en a qui ne se donnent pas forcément les moyens. Moi, comme je t'ai dit, j'ai eu cette chance que mon père me l'a financé parce que j'étais le seul. Personne n'était au permis de conduire. Et ça, je me rends compte que c'est une chance. Mais au-delà de ça, il y a l'état d'esprit qui va avec. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un de déterminé. Moi, quand j'ai un objectif, et jusqu'à aujourd'hui, je vais au bout. C'est pas possible. Je ne peux pas ne pas atteindre mon objectif. C'est pour ça que quand tu m'as dit est-ce que tu as un rêve? Non, j'ai pas de rêve, moi. J'ai que des objectifs atteignables, entre guillemets. Dans ta vie, il y a eu un moment aussi charnière qui a été la naissance de ta fille. Oui,
Oui, mais si tu En me dehors du permets, fait qu'évidemment, voilà, c'est un moment charnière de devenir papa, évidemment. c'est clair, mais je te dirais, avant, euh, j'en ai pas forcément parlé, mais ouais, j'ai envie d'en parler là. Je trouve que c'est le moment. J'ai vécu une très, très grosse désillusion dans ma vie. Mais un événement qui m'a tué. Si ma femme n'était pas présente avec moi, tu vois, quand tu dis ton entourage, euh, si elle n'était pas présente avec moi, je sais pas où je serais à cette époque. Parce que j'ai entamé ma formation d'éducateur spécialisé. Et en fait, en fin de deuxième année, j'ai eu un événement qui s'est passé, c'est que positif, enfin de première année, un événement positif. J'ai fait un stage qui s'est bien passé. On m'a proposé de basculer en contrat en apprentissage. Donc, j'étais boursier, j'avais 400 euros. En apprentissage, je gagnais 1100 euros. C'était top. Mais pour ça, il fallait que je change d'école. Donc, j'ai dû changer d'école d'éduc. C'est pas grave. Mais cette école-là, elle se situe à 1 heure et demie de chez moi. Donc, déjà, pour te poser le cadre. Donc, je suis arrivé dans une école où, clairement, dans la promo, je n'étais pas accepté par les formateurs. Ça a été très compliqué pour moi Pourquoi cette tu année-là. penses qu'ils t'ont pas accepté? Je ne sais pas. Je vais pas rentrer dans des suppositions, Ouais. mais je n'avais pas le profil. Voilà. Pour te dire, dans cette promo, avec ces formateurs que j'avais à cette époque-là, je n'avais pas le profil adéquat. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, ça ne Ok, sert à rien. d'accord. Donc, à la fin de cette année-là, durant cette année-là, j'ai effectué un stage en toxicomanie dans le 18e arrondissement de Paris. Et en fait, j'encadrais, j'étais stagiaire, mais j'encadrais des personnes qui fumaient du crack, qui prenaient de l'héroïne, mais vraiment des grosses pathologies, tu vois. Ouais. C'est hard un peu. Et ça a duré 6 mois, ce stage. Pendant que ça n'allait pas à l'école, et ben moi, j'allais là-bas. Et lorsque j'allais là-bas, parfois, j'étais triste, j'étais pas bien. Et ben, tu vois, les personnes, les usagers de drogue, c'est eux qui me remontaient le moral et c'est eux qui me disaient, Hachmi, ne deviens pas comme nous. Voilà, Ah, nous c'est plus fort, jeunes, hein. on a galéré. Franchement, j'oublierai jamais. J'en avais un à côté de moi, il était éclaté par la vie, quoi. Il avait peut-être 55 ans, 56 ans, il se piquait, mais j'avais créé une relation avec lui, il me disait, je lui expliquais mes problèmes, il me dit, ça, c'est pas des problèmes, Hachmi. Ça, c'est des étapes, c'est des épreuves. Il m'a dit, moi, je suis dans les problèmes. Ne deviens pas comme nous. Parce que en fait, on peut vite basculer. On ne se rend pas forcément compte. Donc, à la fin de cette deuxième année, donc je valide mon stage, et ben là, je suis convoqué à une assemblée de formateurs. Donc, il y a, allez, il y a les formateurs de la première année d'études, deuxième, troisième, il y avait des formateurs assistantes sociales, il y avait les responsables pédagogiques. Je me dis, mais merde, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui vit ma vie, je suis quelqu'un de transparent, je suis quelqu'un je joue pas de rôle, je suis moi-même. Ouais. Au niveau des notes, au niveau de mes appréciations de stage, j'avais toujours les meilleurs. C'est pas pour me mettre en avant, mais j'étais sur le terrain, j'étais au top. Donc je suis convoqué et là on me dit que j'ai pas ma place en formation d'éducateur spécialisé. Donc je suis assis, mais vraiment comme dans un tribunal. J'ai 8 regards autour de moi. Je leur demande pardon, et pourquoi? Oui, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, nonchalant, non. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai validé toutes mes certifications, j'ai validé mes stages, je suis en situation d'apprentissage, ça se passe très bien. En plus, mon directeur, il était formateur aussi dans cette école-là, mais vacataire. Je leur dis, je ne comprends pas. Donc, je commence à me défendre. Et là, on me dit, bah, dans ce cas-là, on te propose de redoubler. Et moi, je fais, mais vous n'êtes pas cohérent. Juste avant, vous avez dit que je n'ai pas ma Ouais. place ici. Maintenant, vous me proposez de redoubler. C'est quoi le problème? Non, bah, on te propose également. Après la discussion, bah, dans ce cas-là, on te propose de te réorienter au moniteur éducateur. Je fais, mais c'est pas possible. En fait, ça s'est terminé en incompréhension. Ouais. Donc, moi, j'étais animateur pendant les vacances. Je suis parti en Grèce avec des jeunes. Je reviens à la maison, courrier recommandé. Et je te dis, ça m'a achevé. J'ouvre le courrier. Vous êtes radié des effectifs. Vous êtes radié des effectifs. Mais tu veux savoir c'est quoi le motif? J'oublierai jamais. Nous avons remarqué dans votre dossier qu'il manque la photocopie de votre bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Je dis, non, mais c'est pas possible. Tu te rends compte? Ah, c'est fou. J'ai jamais fait de garde à vue dans ma vie. J'ai toujours été droit. J'ai jamais manqué de respect à personne. Et ben là, j'étais victime de préjugés. Ouais. Et franchement, quand je te dis, je suis tombé,
j'étais une loque. Je sais pas comment t'expliquer. J'avais perdu, en fait, le but de ma vie, quoi. À la foi du truc, ouais. Mais c'est pas possible. Et derrière, voilà, j'ai ma femme qui m'a accompagné, qui m'a aidé, qui m'a dit, non, tu vas pas laisser des gens te détruire. Comme tu as dit juste avant, c'est pas possible. Donc, j'étais lié encore par un contrat d'apprentissage. Mais tu t'imagines bien, j'ai plus d'école, mais j'ai un contrat de travail. Donc, moi, mon directeur, mais gentiment, il m'a dit, mais tu n'as plus d'école, mais moi, je ne peux plus te garder. Oui, c'est ce que oui, il ne peut plus t'encadrer. Voilà. Et là, j'ai mon équipe, l'équipe dans laquelle j'étais, d'éducateurs, et bah, qu'ils ont tous été derrière moi. Mon maître d'apprentissage, on était une équipe de 6 éducateurs. Ils m'ont dit, tu pars pas. Ils m'ont dit, on ne laissera jamais faire. C'est-à-dire qu'ils se sont portés, en gros, ils ne l'ont pas dit, mais c'est si vous sortez de l'équipe, on démissionne tous. Ouais. Tu te rends compte? Et ça m'a, c'est franchement, tu vois, c'est des moments comme ça dans ta vie. Bon, j'espère que je revivrai jamais ça. Mais je me suis dit, non, mais en fait, c'est trop fort. Et ils m'ont donné de la force. Et là, j'ai repris. Mon directeur, il a été convaincu. Donc, j'étais dans un statut 2010-2011 assez hybride. J'avais un contrat d'apprentissage sans école. Mais ça se passait tellement bien. Et moi, je ne voulais pas retourner sur le marché du travail. Je n'avais pas de diplôme. Donc, je prends sur moi. C'est pas grave, je gagne que 1 000 € par mois. C'est pas grave, tu fais ta passion, tu fais ce que tu aimes. Mais tu t'imagines bien, je n'avais que mon bac pro à cette époque-là. Donc, là, on revient à ce que tu m'as dit juste avant, à la naissance de ma fille. Ouais. Donc, 2010-2011, mon contrat d'apprentissage se termine. Là, mon directeur me propose de me CDIser. Il me CDIse pour me récompenser. Mais derrière, j'ai toujours pas de diplôme. Donc, c'est une situation précaire un peu, tu vois, le truc. Donc, 2011, 2012, 2013, là, j'ai la naissance de ma fille. Et la première fois que je pose les yeux sur ma fille, je me dis, tu vois, je sais pas, ça vient d'où. Je veux que quand elle voit son père, elle se dise que mon père, elle est fière de lui. Et à partir de là, j'ai entamé mon marathon. En 2013, j'ai obtenu, pour reprendre confiance, mon diplôme de moniteur éducateur. En 2014, je m'étais inscrit à la fac. En 2013, j'ai obtenu ma licence avec mention bien. Puis après, j'ai eu mon diplôme d'EduxP. Après, j'ai dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là. J'ai fait un master. J'ai mon master avec mention bien. Et un master de quoi? En sciences de l'éducation. Et avec l'option insertion et intervention sociale sur les territoires. C'est-à-dire que de 2013 à 2017, je crois que c'est en 2017 j'ai eu mon master. En 3 ans, j'ai pris 1, 2, 3, 4 diplômes. Ouais. Parce que j'avais cette faim, j'avais aussi cette capacité et les compétences qui m'ont permis également d'aller au bout de mon objectif. Mais je me suis dit qu'en fait, maintenant avec le recul, tu vois, on est en 2021, c'était en 2010, qu'en fait, l'épreuve que j'ai vécue, en fait, a été essentielle. Parce que j'ai écouté ma petite voix intérieure. Certes, ma femme m'a aidé, mais j'ai écouté ma voix intérieure grâce aussi au soutien que j'ai eu par rapport à l'équipe d'éducateurs. Pour les citer, lui, c'était mon ancien tuteur de stage, c'est Benoît Romero. J'avais Céline Martins, Karine Robert, Olivier Rossi, Kader Chiban, Melinda Azib, Malik. C'est des gens, je ne les oublierai jamais. Ils font partie de moi quelque part. Parce que ça m'a montré aussi que dans notre société, en fait, il y a de tout. C'est comme le prof qui va en bac pro électrotechnique, que la prof de français qui dit non, crois en toi, je vais t'aider, je vais te donner les clés. Et moi, je m'inscris dans ça aujourd'hui. Tu vois, je me dis que en ayant vécu des hauts et des bas, en n'ayant pas forcément vécu dans les meilleurs endroits sur notre territoire, et que en fait la richesse des rencontres que tu fais, ça n'a pas de prix. Et c'est ce qui fait qui t'aide à te construire et à devenir celui que tu veux être. Et c'est pour ça que moi là je travaille dans le social, tu vois. Ouais, il y a renaître après avoir vécu des choses hyper compliquées, notamment ce qu'on t'a fait, ce qui est quand même complètement hallucinant. Tu te dis, mais comment c'est possible que ça puisse... J'en parle très peu. Hein. Là, le fait que j'en parle, là, c'est que je suis à l'aise, tu vois. Oh, merci. J'en parle, d'habitude, j'en parle pas. Mais pourquoi j'en parle? Parce que je pense que ça montre aussi une facette de notre société. C'est-à-dire que malheureusement,
parfois on s'arrête sur certaines choses qui ne sont pas forcément réelles, ou on construit des schémas de pensée par rapport à tel type de personne en se disant, regarde, moi, tu me regardes de loin, tu vois, je suis un black, je suis un jeune, j'ai un peu de barbe. Tu vois, dans l'imaginaire, tu t'imagines, c'est qui ce gars-là, quoi? Et il me fait peur, limite, sans te mentir. Il y a des endroits où parfois je marche, tu vois des gens, les dames, elles rapprochent leur sac contre elles. C'est triste, hein? Mais c'est une Ouais, c'est surtout réalité. qu'en plus, enfin, t'as vraiment la tête du gentil. Enfin, non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, ça fait 1 heure qu'on Ouais, discute ensemble, mais t'as des gens, et j'ai envie de dire que ça soit des gens qui soient blancs, black beurre, on s'en fiche. T'as des gens qui oui. font un peu peur, quoi. Et toi, t'as vraiment la tête du gentil. Donc, enfin, on voit Mais, sur ton visage que tu rayonnes et t'as envie de dire, mais enfin, mais moi, c'est ce qui me. C'est un combat que j'ai, et il y en a beaucoup qui l'ont, on a de la chance d'être en France. Moi, je te dis, j'ai eu cette chance de beaucoup voyager, presque tous les pays d'Asie, l'Amérique du Sud, beaucoup de pays en Afrique. Euh, En fait, on a un pays spécial, multiculturel. On aime bien se foutre les uns sur les autres. Ah non, c'est un tel, ah non, c'est un tel. Non, c'est lui, c'est pas lui. Non, c'est pas eux. Mais tu sais, il y a un vivre ensemble dans ce pays, il est particulier. On s'amuse à détruire tous nos gouvernements. C'était Sarkozy, bah, c'est de la merde. Hollande, c'est de la merde. Macron, c'est de la. On est comme ça, on est français. Mais le truc, c'est que derrière, euh, il faut qu'on fasse attention aussi à se préserver. Parce que sinon, ce que nos ancêtres ont pu construire, quoi. Ce pays dans lequel on vit tous ensemble. Moi, mon père, il me disait, quand il est arrivé en France en 1973, c'est pas la même France, tu vois. M'a dit, c'était différent. Il y avait un autre rapport. Là, je dis pas qu'on s'est tous enfermés les uns sur les autres, parce que aussi l'époque, elle évolue et on avance. Mais essayons de préserver ce lien qui nous unit. Même si on vit pas dans les mêmes lieux, dans les mêmes endroits, bah, on vit quand même dans le même pays, quoi. ouais, c'est sûr qu'il faut. Ouais, on est tous citoyens français et ouais. Et C'est pas ça, ce qu'on voit, l'égalité, fraternité, liberté sur les écoles, bon, tu te dis quand on écoute ce qui t'est arrivé, ça vaudrait le bah, coup que certains lèvent un peu la tête de temps en temps. c'est vrai. Mais après, de l'autre côté, tu te dis que tu as pu bénéficier quand même d'une scolarité gratuitement. Tu as pu Ah, aller à la. Tu vois, quand j'ai repris mes études pour aller à la fac, heureusement que j'étais en France. Aux États-Unis, c'est 50 000 ah euros bah c'est l'année. sûr. Ah non, mais Là, c'est tu te rends compte aussi de l'autre côté que tu es dans un état qui est quand même protecteur. bien sûr. Même si parfois, bah, on a tous nos émotions, on a tous notre ras-le-bol. Mais c'est pour ça que je dis, on a une chance quand même d'être en France. Mon frère, il vit aux États-Unis Ah bah, il est bien et placé. ouais, et tu vois, il a eu un bébé là il y a 5 mois. Quand tu vois ce que ça a coûté l'accouchement, quand tu vois ce que ça coûte la crèche, enfin c'est juste, mais tu te dis mais waouh. Et puis enfin c'est hallucinant. C'est Et hallucinant. et tu te dis oui clairement. Enfin alors en plus bon l'accouchement s'est pas bien passé et du coup bah il a dû avoir des soins spécifiques. Mais tu te dis, mais heureusement qu'ils avaient une mutuelle parce que et heureusement qu'ils ont les moyens de pouvoir payer de pouvoir payer, Voilà, parce qu'en France, c'est là où on se rend compte de la chance qu'on a. Et puis même avec la situation actuelle qu'on vit, hein, où tu te dis bien sûr. avec le Covid, que ça soit le droit qui protège les salariés, mais aussi toutes les aides qu'il y a. Enfin, c'est quand même Hmm, c'est c'est quand une même réalité. assez enfin aujourd'hui on peut pas le nier en fait. Notre système il aide quand même beaucoup, hein. C'est clair, on ne peut pas le nier, mais après, il y a des choses qu'on peut améliorer, comme faire en sorte qu'il y ait une meilleure cohésion. Désolé, on est arrivé sur ce sujet-là, parce qu'aussi, c'est mon travail. Moi, je suis chef de Ouais. service jeunesse. Je travaille dans une collectivité territoriale. Mon rôle, c'est d'accompagner des jeunes âgés de 10 à 25 ans, que ce soit au niveau de l'animation, au niveau de l'insertion professionnelle. Et dans mon rôle, mon objectif, c'est de faire en sorte de donner les meilleurs outils aux gamins pour que ce soit les citoyens de demain. Et pour construire ces citoyens de demain, il faut aussi que nous, on ouvre les yeux et qu'on se rende compte que dans notre pays, il ne faut pas qu'on ait un pays à deux vitesses. C'est-à-dire qu'on a des quartiers prioritaires d'un côté, entre guillemets des ghettos, mais de l'autre côté, on voit qu'il y a des ghettos de riches.
Il y a des îlots qui sont inaccessibles. Il y a des lieux dans Paris dans lesquels je ne peux pas aller. Il y a des villes où il y a un entre-soi. Mais cet entre-soi-là, à la différence que des gens qui vivent dans des quartiers, tu vois, quand on parle de ghettoisation, de communautarisme, après, c'est ma définition des choses. Quelqu'un qui vit dans un quartier prioritaire, dans un HLM, il ne l'a pas choisi. On l'a mis ici parce qu'il a fait une demande de logement, d'allo, c'est-à-dire soit avec la préfecture, soit avec la mairie, et ses moyens ne lui permettent que de vivre là. Ouais. Alors que de l'autre côté, tu as des gens qui sciemment choisissent de vivre dans des villes, dans tel quartier, que leurs enfants fréquentent telle école. Ça, pour moi, c'est du communautarisme. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah après, je veux dire, moi j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, hein, donc si tu veux, je pense que, je vois bien de ce que tu veux, ce dont tu parles. Mais tu vois, ce que je trouve hyper intéressant dans toutes les rencontres que je fais à travers le podcast, c'est que j'ai interviewé des gens qui ont grandi dans la même sphère que moi. J'ai interviewé des gens qui ont grandi à la campagne. J'ai interviewé, je t'interviewe aujourd'hui. Donc vraiment, des gens qui viennent de milieux sociaux, mais aussi d'environnements complètement différents. Et en fait, tu te rends compte que ce fameux moment à 18 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Que de là où tu viens, en fait, il y a toujours soit tu vois, tu vas avoir la surpression parce que tu viens d'un milieu hyper favorisé et donc du coup, pour certains parents, c'est juste une évidence que tu vas être avocat ou notaire ou médecin et que c'est pas du tout ce que les jeunes, ils ont envie de faire. Ils ont envie d'être, je sais pas moi, par exemple, artiste. Ils ont envie de faire du théâtre, mais c'est pas bien, ça rentre pas dans les cases. Et en fait, tu te rends compte finalement que dans chaque système, il y a des codes différents et qu'il y a des cases qui sont les bonnes cases et que tu peux pas faire ça. Tu vois, je pense à Claire Desmarais-Poirier qui a grandi au Havre. Donc, son père travaillait à l'usine et elle a découvert Sciences Po par un de ses profs. Et en gros, tout le monde l'a regardé en disant, mais tu peux pas faire Sciences Po. Enfin, t'as vu d'où on vient. Enfin, ça fait aucun sens, quoi. Tu vas jamais y arriver. Et elle a bossé et elle a réussi à faire Sciences Po. Et c'est fou de se dire que, voilà, vraiment, de n'importe quel univers tu viens, on a tous dans toutes les sphères, il y a un truc à forcer, tu vois. J'en parlais hier sur les réseaux sociaux avec une personne qui disait que en France, j'ai envie de dire en Europe, mais en France, c'est le cas qu'on connaît le mieux. On est très dans il faut faire des études scientifiques. Enfin, tu vois, moi je vois le nombre de personnes que j'ai interviewées qui avaient plutôt l'âme d'artiste et on leur a dit non mais t'as des bonnes notes donc il faut faire S. Oui, mais j'ai pas envie de faire S. Ouais, mais il faut le faire S parce que tu peux le faire. Et de vouloir rentrer tous les gens dans ce truc-là de t'as des bonnes notes et donc du coup potentiellement te mettre dans la voie ce qu'on dit la voie royale. Merci. Mais en fait si t'es pas là où t'es bien, en fait ça ne fait aucun sens en fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est souvent malheureusement t'es mieux placé que moi pour le savoir, arrivé à 10 ou 15 ans de carrière, ces personnes qu'on a poussées vers des milieux qui ne les intéressaient pas, souvent ça peut finir par un burn-out. Clairement. Tu vois, moi, je ne l'ai pas vécu. Mais tout à fait, ouais. Je pense que j'ai cette chance depuis que je suis jeune, que je travaille dans le milieu que je souhaitais. Mais d'autres personnes, comme tu disais juste avant, qu'on a peut-être forcé à aller faire un bac S ou à devenir avocat ou médecin, arrive un moment si entre le cœur et l'esprit, il n'y a pas une cohérence. Ça pète. C'est mathématique, hein. C'est scientifique et mathématique pour le coup. Ça pète quand t'es pas aligné avec qui tu es, quand t'es pas aligné avec tes valeurs. Et en fait, en effet, hein, ton corps te parle de plus en plus fort jusqu'à. Et tu vois, moi, je le dis souvent. Hein, je me dis que j'ai eu de la chance de faire un burn-out. Parce que t'en as, c'est un cancer ou d'autres choses beaucoup, beaucoup plus graves. Donc, ouais. Et tu vois, le burn-out que comment t'en parles, mais tu sens que ça t'a appris des choses. Enfin, moi, quand t'en parles, là, tu parles du burn-out, et on sent que, je dis pas que t'es guéri, parce que je sais pas si ça se guérit. Ça. On n'en guérit jamais. Voilà ce que j'allais dire. Non. Mais en tout cas, t'as réussi à en tirer des enseignements. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est comme moi dans les épreuves que j'ai pu vivre, c'est que, tu vois, cette petite voix, comme tu dis, qui vient et qui te taraude et qui te dit, mais par exemple, crois en toi, dirige-toi vers ce que tu sens de bien pour toi. Et
peut-être qu'au début, tu n'as pas forcément les compétences. C'est comme moi, quand j'ai commencé mon podcast, c'est pareil, tu vois. Après, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Ouais, si, avec plaisir, bien Mais sûr. voilà, je me suis dit, Hachmi, tu as envie de parler, tu as envie de mettre en lumière, de mettre en avant des personnalités inspirantes, de mettre en avant des actions et des projets qui favorisent le mieux vivre ensemble, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Et pourquoi tu ne créerais pas un podcast? Alors que, ok, j'écoute des podcasts, mais beaucoup des podcasts type RFI, géopolitique, des rediffusions d'émissions, des podcasts connus, non, j'en écoute pas forcément. Mais comme je te disais au début de l'interview, moi, j'étais accompagné par la radio. Mon père, il écoutait beaucoup la radio. Donc, j'avais aussi cette affinité-là avec la voix. Et je me suis dit, je vais me lancer dans un podcast sans savoir comment faire un podcast, tu vois le truc. Je regardais sur Internet, je voyais que des gens ont créé leur podcast. Je me disais, je vais créer le mien. Pour commencer, donc j'en ai parlé avec ma femme. Elle m'a dit, mais t'es sûr de toi? Tu veux faire un podcast? Je dis, ouais, je vais le faire. Regarde, c'était le confinement l'année dernière. Les gens faisaient des distributions alimentaires. D'autres personnes allaient aider les soignants. Mais moi, je ne suis pas à l'aise avec les choses comme ça. Okay, bien sûr, je soutiens, mais je ne suis pas à l'aise avec ça pour le faire. Qu'est-ce que je peux apporter? Donc, pendant 2-3 jours, je me suis dit, mais moi, à mon niveau, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux apporter en plus? Et moi, je me suis dit, je vais faire un podcast parce que les étudiants, ils galèrent. Les jeunes, ils galèrent à s'insérer, à trouver un emploi. Et moi, je sais faire ça. Je vais aller rencontrer des gens qui savent faire ça et on va parler de ça. Donc, c'est là qu'est né c'est super. Le podcast Les Clés d'insertion. Et du coup, comment tu t'es formé? Parce qu'en effet, tu connaissais pas. Mais bon, j'ai envie de dire comme tous les podcasteurs, en fait, finalement. Ouais, mais comment tu t'es formé? Est-ce que je suis formé encore jusqu'à maintenant? C'est ça la question. C'est-à-dire que je tapais sur Google comment enregistrer. Oui, il faut acheter un. Parce que moi, maintenant, j'ai plusieurs micros depuis que j'ai rencontré la ministre. Mais là, mon micro historique, il est là à côté de moi, c'est le Blue Yeti là. Et j'ai tapé sur Google, j'ai vu que c'était le plus recommandé. Je suis allé sur Le Bon Coin pendant le confinement. J'ai vu un mec, il le vendait sur Paris à 110 €. Je suis parti, je l'ai acheté. Je me suis dit, mince, j'ai un Mac. Il me faut un adaptateur pour le brancher. Tu vois, en fait, ça s'est fait d'étape par étape. Ouais. Premier épisode que j'ai fait, il dure 15 minutes. Je l'ai fait à 3 heures du mat, je crois. J'étais éclaté. Je me suis dit, quand même, je vois que beaucoup de podcasteurs font un épisode de présentation. Donc là, j'ai allumé le micro, j'ai parlé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je me suis dit, par contre, je ne peux pas le sortir comme ça. Et là, tu vois, de mars jusqu'à juillet de l'année dernière, je suis allé à la rencontre d'associations, de personnes inspirantes. Et là, dès que j'avais 6 épisodes, je me suis dit, bon, je vais me lancer. Et c'est là, justement, je te disais, j'ai mon ami développeur, Safioudine, qui m'a dit, Hachmi, toi, tu es quelqu'un de très carré et de pro. Si tu sors un podcast, fais-le bien. Parce que c'est quelque chose qui va marquer les esprits. Et si tu veux que ton message soit perçu et que les gens écoutent ton podcast, fais en sorte que ça donne envie d'écouter. Donc, grâce à ces conseils, j'ai fait une vidéo pour présenter mon podcast. J'ai fait quoi d'autre? J'ai créé un site internet. J'ai trouvé un hébergeur, parce que je ne savais même pas c'était quoi un hébergeur. Comme tous les podcasteurs, tu vois. J'ai trouvé un hébergeur et là, j'ai mis en place un planning éditorial. Au début, j'étais parti sur une diffusion une fois tous les 15 jours. Et en fait, il y a eu le deuxième confinement au mois de novembre. Et là, je me suis dit, non, les gens, ils ont besoin, parce qu'on me réclamait beaucoup sur les réseaux sociaux. Je dis, on va faire un par semaine. Et en fait, depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, je suis sur une diffusion de 1 podcast par semaine. Et je kiffe. Ouais. Franchement, je kiffe. Ça me permet de rencontrer du monde, d'avoir des discussions. Ça prend beaucoup de temps. Parce que moi, j'ai 4 enfants. Donc, 4 enfants, du coup, maintenant, depuis ta fille. Entre le travail, entre mes 4 filles, maintenant j'en ai 4. D'accord. Entre aller visiter mes parents, le temps avec ma femme, c'est compliqué, mais pour rien au monde, j'arrêterai, tu vois. Ouais. Parce que j'ai trouvé un équilibre. Certes, il est fragile parce que je fais beaucoup de choses, mais j'ai trouvé un équilibre et surtout, tu vois, quand on dit le moyen d'expression, j'ai trouvé un moyen d'expression qui me correspond. Et maintenant, parler dans un podcast, aller à la rencontre de personnes et discuter de sujets qui m'intéressent, c'est un kiff. Et je me dis,
Si les gens ils sont intéressés, ils vont écouter mon podcast. Si les gens ne sont pas intéressés, ils ne vont pas l'écouter. Tant pis, c'est pas grave. Avant tout, je sais aussi que pour mes enfants, parce que aussi, moi, j'ai ce côté aussi de filiation, comme avec mes parents. Ils m'ont éduqué, ils m'ont transmis ma culture sénégalaise, ce que je suis aujourd'hui. Et ben moi, mes enfants, tu vois, c'est un héritage immatériel. C'est-à-dire que peut-être que, je sais pas, moi, quand je serai plus de ce monde, et ben mes filles ou mes petits-enfants, ils vont allumer, ils vont écouter leur grand-père, tu vois. Ah, c'était mon grand-père, il faisait des podcasts. Tu vois, ce côté-là, pour moi, c'est très important. En fait, le podcast, c'est une partie de moi. Ouais. C'est moi, en fait, qui suis dessus. De toute façon, tu es très bien placé pour le savoir, hein, ce que je dis. Non, c'est chouette. Non, mais de toute façon, après, chacun le vit différemment. Mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir laisser une trace. Tu vois, je pense à Thomas Samut qui, en fait, Thomas, c'était un cancre à l'école. Il n'a pas eu son bac et on lui a expliqué, que sa vie était fichue, de toute façon. Et il a toujours été singulier. Et en fait, il a commencé à devenir professeur, enfin moniteur, je sais pas exactement quel est le terme, pour être prof de natation. Et puis, en fait, il a commencé à se former à différentes techniques, tu vois, la PNL et compagnie. Et puis, finalement, il est devenu le premier coach mental salarié en France par un club de natation. Et qui est le cercle des nageurs à Marseille, qui est un des plus grands. Ah oui, c'est hyper connu. C'est lui qui a entraîné. Ouais, exactement. Donc lui, c'est aujourd'hui, c'est le coach mental de Florent Manodou. Enfin, il a coaché Frédéric Bousquet et enfin tous les plus grands nageurs ont été coachés par Thomas et Thomas en fait il te dit en fait en effet il faut écouter sa petite voix, faut y aller quoi. C'est toutes ces personnes-là se sont dit à partir du moment où ils se sont dit pourquoi pas moi, c'est là où le champ des possibles s'est ouvert. Et tu vois Thomas, lui, quand sa fille est née, enfin un petit peu plus après que sa fille soit née, lui il avait envie de laisser une trace, mais lui ça a été d'écrire un livre qui s'appelle du coup Un cancre dans les étoiles et chacun du coup en effet a son propre moyen d'exprimer, de faire ressortir et de laisser une trace en fait de tout ça. Tout à fait. Et je pense que chacun trouve sa source de motivation. Et avant tout, aussi, pour moi, c'est un devoir en tant que quelqu'un qui, entre guillemets, est vécu dans un milieu pas facile, pour des personnes qui peuvent s'identifier à mon parcours, et lorsqu'ils vont écouter ça ou écouter les personnes avec qui je parle dans mon podcast, se dire « Ah ouais, merde, moi aussi, je peux le faire ». C'est pas parce que j'ai vécu là, c'est pas parce que peut-être j'ai eu des soucis plus jeunes avec la justice, peut-être que même certains ont fait la prison et vont se dire mais il n'y a pas de fatalité en fait. Il n'y a pas de fatalité. Clairement. Et dans ton parcours, il y a eu un moment où je crois que le syndrome de l'imposteur t'a un peu titillé, c'est quand tu as été prof de TD à l'université. Oh mon Dieu, oh là là, c'était compliqué. Au début, bien sûr, maintenant c'est un kiff, hein. Mais comment dirais-je, quand j'ai obtenu mon master, j'ai le responsable du master qui me suivait depuis la licence et qui connaissait mon parcours et qui savait ce que j'avais vécu. Et il m'a dit, Hachmi, est-ce que ça t'intéresserait d'être chargé de cours dans le cadre de la licence sciences de l'éducation? Et en fait, moi, je l'ai compris comment. Je lui ai dit, tu veux que j'intervienne 2 heures pour expliquer mon parcours aux jeunes? Il m'a dit, non. Je veux que tu encadres un cours, en fait, pendant 4 heures chaque semaine, pendant 6 semaines. Je comptais, je fais, mais tu veux que je fasse 30 heures de cours, mais tu veux que je leur dise quoi, en fait? Et en fait, c'est là que j'ai commencé à flipper. Je me suis dit, mais il est sérieux, lui, dans son délire. Enfin, désolé de te dire ça comme ça. Sérieux dans son délire. On parle de l'université quand même. Il faut avoir un certain bagage. Et il m'a dit, mais le bagage, tu l'as. Tu as un master. Tu as plus de 10 ans d'expérience. Tu es cohérent dans ton discours. Tu es en capacité d'accompagner les futurs professionnels qui veulent travailler dans le champ du social. Donc, ça a été compliqué au début parce que je n'ai pas accepté tout de suite. J'en ai parlé beaucoup autour de moi. Et ma femme m'a dit, vas-y, essaye, et tu verras ce que ça donne. Et mon premier cours, c'était marrant parce qu'au début, quand je me suis présenté, je transpirais beaucoup, en fait. Je transpirais, tu vois, quand tu n'es pas à l'aise. Je transpirais, je n'étais pas bien. Les élèves me disaient, enfin les étudiants, monsieur, ça va, vous allez bien? Je fais, oui, ça va, on fait une pause. Donc, j'ai fait une pause.
au bout de, je crois, 40 minutes. Et ils sont sortis, les élèves. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je vais leur raconter? Et à partir de là, je me suis dit, bah, tu sais quoi, Hachmi, te prends pas la tête. Naturel. Et là, j'ai laissé toutes les tonnes de cours que j'avais préparés. J'ai mis ça de côté et j'ai commencé à parler en expliquant à ma manière qu'est-ce que c'était qu'un service civique, qu'est-ce que c'était qu'une mission locale, c'est quoi la politique de la ville en France. Et j'étais à l'aise. Et franchement, maintenant, c'est la 3e année. Je prends du plaisir, mais impressionnant. Surtout le fait de, tu vois, toujours dans ce côté-là, les étudiants, certains, ils ont une petite voix aussi dans leur tête. Et tu vois, le fait de leur dire, écoute ta voix, va au bout, tire la ficelle. Et c'est un kiff, en fait. C'est un plaisir. Je les aide à trouver des stages, je les accompagne pendant leur stage. Lorsqu'il y a l'écriture du mémoire, ils m'envoient, pareil. Tu vois, voilà, c'est super. Moi, je kiffe. Top. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, pour moi, c'est se sentir bien dans ce qu'on entreprend. La réussite, pour moi, elle n'est pas matérielle. C'est-à-dire, elle n'est pas liée au nombre d'euros que tu vas gagner, elle n'est pas liée au nombre de biens que tu possèdes, mais c'est vraiment d'être bien dans ce que tu fais. Et moi, pour moi, je pense, enfin non, c'est pas je pense, pour moi, j'ai réussi ma vie parce que je suis bien dans ce que je fais et je prends du plaisir. C'est-à-dire, le matin, quand je me réveille et je vais au travail, c'est un kiff. Tous les matins, moi, quand j'arrive au travail, bien sûr, lecture de mails, tu as les réunions partenariales, parfois j'ai des réunions avec des directeurs au niveau de la mairie, le maire, mais toujours dans la journée, mais tous les jours, de 17 à 18 heures, je sors de mon bureau, j'éteins tout, je descends, je joue au baby-foot, je joue au tennis de table, je joue à Mario Kart, je joue au Uno avec les jeunes. C'est-à-dire, je prends toujours cette heure-là où je prends du temps pour partager un moment de détente avec les gamins. Ça fait partie du travail. Par exemple, regarde, dans la ville dans laquelle je travaille, tous les jeunes qui fréquentent mon service, je les connais. Je connais leurs parents. Je connais leurs besoins. Donc, je sais que demain, si on doit élaborer des projets, je sais ce dont ils ont besoin. Et c'est cette connexion-là qui fait que je kiffe ma life, en fait. Je suis à fond. Super. Et tout à l'heure, tu disais que tu avais rencontré la ministre. Oui. Dans le cadre du podcast encore. C'est-à-dire que, encore, je dis, parce qu'en fait, le podcast, ça ouvre des portes, je ne me rendais pas forcément compte. Je ne savais pas du tout, ça te permet d'interviewer pas mal de monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été approché par les collaborateurs de la ministre qui avaient écouté mon podcast. Parce que bien sûr, c'est le ministère de la Ville et moi, je parle des quartiers prioritaires et des réussites. Et ils m'ont dit que la ministre, elle aimait bien ce que je faisais et qu'elle souhaiterait me rencontrer. Et moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. C'est la ministre ou c'est sa directeur de cabinet? Non, madame la ministre. Et après, j'étais sur LinkedIn, je m'en souviens, j'avais fait une publication. Je vois like, je regarde, je vois ministre. Ministre délégué en charge de la ville, Nadia, elle a liké un de mes posts. Je me suis dit, à mon avis, c'est son service com. Tu vois, le truc improbable, impossible. Après, je vois directeur de cabinet. Je me dis, attends, mais il y a un problème quelque part là. Et donc, après, ils m'ont contacté et on s'est rencontrés. Et moi, j'ai proposé à la ministre d'enregistrer un podcast. Elle a accepté. Génial. Elle s'est prêtée au jeu et elle m'a reçu. Franchement, je les remercie encore. Ils m'ont reçu au ministère, rue de Ségur. Elle m'a reçu dans son bureau. Il y avait ses collaborateurs. C'était très détendu. Vraiment, j'étais face à une ministre humaine, en fait. J'étais face à… Tu sais, quand tu les vois à la télé, tu dis non, j'étais franchement face à quelqu'un de très détendu. Avant l'enregistrement, on a pris un temps, on a discuté. On a échangé un peu sur l'actualité actuelle. Elle voulait savoir qui j'étais, ce que je faisais. On a enregistré. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est qu'après l'enregistrement, en fait, elle n'est pas partie. Après l'enregistrement, tu vois, on s'est posé, on a discuté. On a continué à discuter. Et c'est là que je me suis dit qu'en réalité, le podcast, en fait, c'est magique. Parce que ça te permet vraiment de porter ton message, mais dans des lieux, tu ne te rends pas compte. Je ne sais pas qui m'a écouté, moi. Comme toi, sauf ceux qui viennent nous voir, mais on ne sait pas qui nous a écoutés. Et quand tu vois aussi les pays, moi je regarde la liste des pays. Ouais, c'est sympa de regarder ça. Ouais. Je me dis, mais dans 50 pays, on m'a écouté. Je me dis, non, mais c'est pas possible, quelqu'un au Brésil t'a écouté, aux États-Unis,
Le matin, parfois, tu te réveilles, tu vois que tu as eu beaucoup d'écoutes. Et tu regardes, c'est des mecs qui sont aux États-Unis. Tu te dis, non, mais t'es quelqu'un quand même, Hashmi, maintenant. Tu rigoles. C'est marrant. Donc C'est vrai que voilà, c'est ouais, j'ai marrant ça. rencontré l'ami dans ce cadre-là. Mais c'est marrant, tu vois. Tu te dis, Ouais. mais ok, bah, c'est bien. Ouais. Il y a un Ouais, truc à faire. et puis il y a des gens, tu vois, tu vois, j'ai reçu un mail c'était il y a 2, 3 semaines, je crois. Et le mail, mais enfin, parfois il y a des messages, bon, je suis toujours touchée, mais celui-là, enfin, je crois que j'avais un peu eu de l'alarmichette quand même en le lisant, Ah les yeux qui ouais. piquaient. Et c'est une personne qui m'a écrit il y a 2, 3 semaines en me disant qu'elle avait écouté le podcast depuis le premier confinement et qu'elle a été elle a eu un moment où elle était même suicidaire, tu vois, et que le fait de se faire accompagner par un professionnel et d'écouter le podcast, ça l'avait aidé à remonter la pente et qu'aujourd'hui elle avait créé sa boîte et tout. Et donc le truc, enfin, tu te dis waouh. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que tu te dis, il y a des gens, en effet, avec qui j'échange régulièrement sur Insta ou sur LinkedIn ou d'autres, ou par mail. Mais il y a des gens que tu n'as aucune idée de ça, ou même, tu C'est vois, ça. hier, il y a eu un post sur LinkedIn d'une femme qui a dit qu'elle avait lancé sa boîte et elle a tagué un autre podcasteur, Grégory Pouy, et elle m'a tagué en disant merci. Et mon mari, le soir, il me dit, mais tu la connais et tout, c'est super. Le message, je fais, ah, mais non, je la connais pas, je sais pas qui c'est. Et c'est, ouais, Tu as vu cette c'est, proximité qu'on crée sans c'est connaître la fou. personne? Ouais, Et le message que tu m'évoques là, c'est trop fort parce qu'en fait, c'est un effet thérapeutique sur certaines personnes. bien Et sûr. tu te dis, mais Mm, toi, t'es pas psy, t'es pas formé à ça, mm. mais pas du tout. Mais en fait, à travers les rencontres et les personnes qui s'expriment, eh ben, chacun y trouve son truc, quoi, entre guillemets. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça qui est hyper fort. Après, moi, clairement, tu vois, quand j'ai lancé le podcast, je savais qu'il y avait un côté thérapeutique pour moi Mhm. parce que j'en avais besoin. Mais voilà, j'avais une envie très, très profonde d'éveiller les consciences. Mais voilà, de se dire que ça marche, c'est vrai que c'est fou. Tu Enfin, as vu le terme que tu as utilisé? Moi, j'ai le même, éveiller les mm, consciences. Je t'assure que moi, c'est la même chose. L'un des objectifs de mon podcast, c'est d'éveiller des consciences. ouais, Et ça, pour moi, ce terme, il est important. mm. Clairement. Ouais, c'est de se dire, on a tous le choix de faire un choix. Exactement. Mm, Et encore plus dans la période actuelle. Et je pense que c'est la période du choix et du mouvement. mm, C'est-à-dire avec la crise, il y a des gens qui malheureusement perdent leur travail, d'autres qui créent leur boîte parce que c'est un moment aussi charnière. Vraiment. Et le podcast, c'est moi j'ai créé mon podcast, mais je dis pas qu'il ne s'arrêtera pas un jour. Tu vois, je suis pas dans cette démarche où je me dis il faut que je produise à tout prix. C'est ok, j'ai le podcast, mais peut-être que parce que moi je fonctionne en saison, peut-être à la fin de la saison 2, saison 3, j'arrêterai. Oui, Et peut-être que je le reprendrai dans 10 ou 15 ans. Enfin, tu vois, je sais pas. Et c'est ce qui est magique avec le podcast. C'est que ça te permet de fédérer une communauté, mais ça te permet également de laisser quelque chose. Voilà, encore. clairement. Ouais. Et j'ai vu que l'année dernière, tu t'avais été inscrit sur les listes électorales de ta ville. Ouais, je m'étais inscrit. Comment ça s'est passé? En fait, voilà, pendant les élections, j'avais été approché par certaines personnes qui voulaient que j'aille participer aux élections. Et je me suis prêté au jeu pour voir comment ça fonctionnait, en fait. C'est-à-dire, je n'étais pas tête de liste, je faisais partie de la liste, mais j'avais besoin de comprendre un peu le fonctionnement de l'intérieur d'une campagne. Et ça m'a permis de voir qu'il y a des belles choses comme il y a des moins belles choses et que la politique, c'est pas fait pour moi. Voilà, Mm. tout simplement. Ok. C'est pour ça que c'est une expérience, pas mauvaise, hein, parce que j'ai beaucoup appris. Mais pour moi, la politique, c'est clivant. Et moi, j'ai une personnalité qui n'est pas clivante. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un qui essaie de trouver un point commun entre droite et gauche, entre blanc et noir. Et quand tu es politique, heureusement ou malheureusement, il faut être peut-être clivant pour pouvoir attirer vers soi les personnes qui te ressemblent. Ouais, Et donc, ça ne me correspond pas. ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Hashmi de 6 ans dirait s'il te voyait aujourd'hui? Waouh, qu'est-ce qu'il dirait? C'est qui lui? C'est qui ce gars-là? Non, je pense qu'il regarderait avec des yeux qui brillent, en se disant que waouh, waouh, quoi, de là où
le petit Hachmi qui jouait dans la cour de récréation, le petit Hachmi qui avait les crottes de nez qui pendaient au nez. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est se dire waouh, c'est que c'est les gens à la télé, quoi. Tu vois, waouh, c'est les gens à la télé. C'est plus ça, quoi. Quand on dit qu'on fait des choix, il y a des renoncements derrière. C'est quoi pour toi tes renoncements? Mes renoncements, ça a été. Oh, c'est compliqué comme question. Qu'est-ce que j'ai laissé? Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir renoncé. Mais tu l'entends comment quand tu dis renoncer? C'est lâcher quelque chose? C'est. Alors, il y en a qui vont te dire que le renoncement, ça va être le renoncement du temps pour leur entourage, ça peut être un renoncement financier, ça peut être, enfin, il y a vraiment toutes sortes. J'ai renoncé à quoi? Franchement, j'ai renoncé à rien. C'est-à-dire que tout ce que j'ai entrepris, c'est pour ça que je te dis qu'au niveau du temps, mon équilibre, c'est compliqué parce que j'essaie vraiment de tout faire en même temps. Certes, je ne le fais pas à une grosse échelle, mais j'essaie de donner le temps pour tout. Pour ma spiritualité, pour moi, quand je vais courir, pour mes enfants, pour passer du temps avec ma femme, le travail. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le travail n'est pas ma priorité dans la vie. J'aime beaucoup ce que je fais, mais il y a des gens qui vont dire c'est avant tout c'est le travail, mais non, moi c'est pas le travail. Ce que je préfère, c'est passer du temps avec ma famille et mes amis, tout simplement. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à gérer? Comment tu l'as gérée? La plus grosse difficulté, bah, j'en ai parlé, c'est lorsque j'ai été exclu de mon école d'éducateur spécialisé et je l'ai géré tant bien que mal. Boule au ventre du matin au soir. Quand je retournais sur mon lieu de travail les premiers mois avec le regard sur moi braqué, les angoisses, t'arrives pas à dormir la nuit. Heureusement que j'étais soutenu pendant cette période-là, mais c'était violent un peu. C'est quoi les peurs est-ce que tu as encore des peurs aujourd'hui, déjà? Et comment tu les traites? J'ai peur de pas donner assez de temps à mes enfants. C'est-à-dire cette peur qu'ils grandissent en se disant que j'ai pas passé assez de temps avec papa. Et ça, c'est quelque chose qui me taraude. Plus elle grandit. J'ai eu mes jumelles, parce que j'ai deux jumelles. Elles ont eu 6 ans samedi. Et je me suis D'accord. dit, mais mince, déjà 6 ans. Et je me suis dit, mais quel souvenir j'ai laissé avec elles. Tu vois, directement, moi, dans ma tête, c'est ça. Je me dis, est-ce que je leur ai consacré assez de temps? Tu crois que ça devient d'où cette peur? De ma mère. Parce que ma mère, elle est comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une maman poule, c'est ça qu'on dit. Maman qui est très proche des enfants. Ma mère est tout le temps là, est tout le temps présente. Et dans les mauvais comme dans les bons moments, elle a toujours été là. Et moi, je pense que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui grâce à l'éducation que mes parents m'ont donnée. Malgré le peu de moyens qu'ils avaient, eh ben, ils ont toujours été là. Et moi, c'est ça que j'ai envie de reproduire avec mes enfants. C'est de toujours être là pour eux quand ils en ont besoin. Et tu vois, je fais beaucoup de choses, donc c'est pas forcément évident, mais c'est ça ma peur. Voilà, c'est de ne pas donner assez de temps. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Le plus fier? Waouh. Je suis fier de beaucoup de choses, mais je pense que c'est d'être papa. Je suis plus fier, c'est d'être papa. Parce que pour moi, c'est un accomplissement de pouvoir être en famille avec les miens. Tu vois, avec les miens, ma tribu, exactement, avec ma tribu, des gens qui sont toujours là pour moi, quoi. Et ça, pour moi, c'est ce que je suis le plus fier. Et tu disais, du coup, à la naissance de ta fille, que tu t'es posé la question de est-ce que ma fille sera fière de moi? Si. Est-ce que tu veux dire est-ce qu'aujourd'hui, elle serait fière de moi? Enfin, selon toi. Je pense que oui. Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'elle se dirait que papa est allé au bout de tout ce qu'il avait envie de faire. C'est pas fini, j'ai encore une longue liste. Hein. Ouais, j'espère. Voilà, j'ai encore une longue liste. 34 ans, c'est... Voilà, c'est ça. C'est bon, je commence à vieillir, mais bon, je suis pas vieux non plus, tu vois, je suis dans l'entre-deux. Et je me dis que ce que j'ai réussi à réaliser, je pense qu'elle serait fière de moi. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres qui ne connaissent absolument pas ton histoire et qui te disent, mais en fait, tu en es là exclusivement grâce à de la chance? Que la chance, ça n'existe pas.
et que c'est seulement le travail qui paye. Et le travail, il paye, mais aussi la force des convictions. Parce que moi, j'en suis sûr et certain que le mental et attirer les choses vers soi, c'est avant tout une question de volonté et d'état d'esprit. C'est-à-dire que dans ton état d'esprit, si tu sais que tu peux, si tu te convaincs que tu peux, eh ben, tu vas mettre assez d'énergie dans ton travail pour pouvoir l'atteindre. Mais si tu peux travailler comme un fou, mais si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas en fait. Moi, je me souviens quand j'ai lancé le podcast, je me suis dit, franchement, si j'ai 10 personnes qui m'écoutent, c'est top. Quand j'ai vu 1000, 2000, 3000, 4000, je me suis dit, waouh! Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Mais parce que, en fait, j'ai élargi vraiment le champ des possibles. Mais après, je sais qu'il y a des choses, c'est utopique. Rien n'est impossible. Impossible is nothing. C'est Nike qui dit ça en plus. Mais non, bien sûr qu'il y a des barrières, mais il faut se dire qu'il faut se donner les moyens en tout cas. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Crois en toi. Parce que ça, c'est... on me l'a jamais dit, je crois. Quand j'étais jeune, je veux dire. On m'a jamais dit crois en toi, crois en tes rêves, va au bout de ce que tu veux entreprendre. Je suis souvent tombé sur des personnes qui m'ont dit non, tu peux pas. Non, ce serait mieux ça pour toi. Qui dictent tes choix ou ta vie, quoi. Moi, je dirais le conseil, crois en toi avant tout, en toi, pas en ce que les gens te disent. C'est toi qui compte, parce que c'est toi qui vas subir les conséquences derrière, positives ou négatives. Ouais. C'est quoi tes prochains défis? C'est un secret. Elle est bien ma réponse. Hein. Un secret. Je suis quelqu'un de très pudique, dans le sens où j'aime pas divulguer ce que je n'ai pas encore accompli. Parce que, bon, peut-être que c'est de la superstition ou autre, tout ce qui est mauvais œil, tout ça, non, je garde secret. Okay. Tout sortira en temps voulu. Tu nous diras. Exactement. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'ai envie de dire merci à 3 personnes. C'est émouvant là un peu, tu vois. J'ai envie de dire merci à mon père d'avoir toujours été présent lorsque j'avais besoin, à ma mère pour l'éducation qu'elle m'a donnée, même si mon père a participé, et à ma femme Ludivine, qui, sans elle, jamais je serais là aujourd'hui. Jamais. Impossible. Merci beaucoup Hashmi. Merci aussi à Sandra de Mouvement Up qui nous a tous les deux interviewés à des moments différents et qui m'a recommandé de t'interviewer. Donc, merci beaucoup à elle. J'espère que tu n'es pas déçue. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout déçue, je te rassure. Non, c'était un super moment. Et puis, je suis sûre que ça va pouvoir aider plein de personnes. Donc, un grand merci à toi aussi. Moi aussi, je te remercie pour ton invitation parce que c'est la première fois que je suis invitée sur un podcast. Ah bah, j'en suis ravie. Ça fait bizarre un peu, mais c'est un exercice plaisant. Donc, je comprends pourquoi les gens, ils acceptent que je les invite. Mais au-delà de ça, c'est, tu vois, ce que j'aime dans ton podcast, c'est que, tu vois, j'ai pas de peur, j'ai pas de limite, j'ai envie de parler, quoi. C'est tranquille. Et je te remercie pour ça. Avec plaisir. Merci Hashmi. Au revoir. Merci à toi. Au revoir, au revoir. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Retrouvez comme toujours tous les liens sur le blog pourquoipasmoi.co. Et pour ne rien manquer des actualités de Pourquoi pas moi, abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire. En attendant, je vous dis à jeudi prochain dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi avec une femme exceptionnelle que je rêvais d'avoir derrière mon micro depuis plus d'1 an. Elle a créé avec son mari Change Now. Au revoir.